Septembre 1944, ouest de la France, près de la rivière Loire. Un général allemand nommé Botho Henning-Elster fait face à un choix impossible. Il commande près de 20 000 soldats allemands, isolés, sous-approvisionnés, à des centaines de kilomètres derrière les lignes américaines qui avancent. Ils ne peuvent pas s'échapper vers l'Allemagne. Ils ne peuvent pas gagner, mais ils peuvent encore se battre et mourir pour rien. Elster prend une décision qui sauvera des milliers de vies. Il va rendre toute sa force, mais ce n'est pas n'importe quelle reddition. Cela se passe dans la zone opérationnelle de George Patton. Et la façon dont Patton choisit de gérer cette capitulation massive enverra un message à toutes les autres unités allemandes encerclées en France. La décision que prend Patton révèle un aspect du général légendaire que la plupart des gens n'ont jamais connu. Un commandant qui comprenait que parfois, le respect accomplit plus que les balles. Voici l'histoire de la plus grande reddition allemande aux forces américaines en Europe occidentale et pourquoi la réponse de Patton importait bien au-delà du sort d'un général. Septembre 1944. La situation des forces allemandes dans l'ouest de la France était devenue catastrophique. Après la percée alliée de Normandie, en août, la 3e armée de Patton traversa l'est de la France à des vitesses qui choquèrent même les commandants américains. Les lignes défensives allemandes s'effondrèrent, les routes d'approvisionnement furent coupées. Des régions entières furent contournées alors que les blindés américains s'enfonçaient profondément en territoire français. Le général Botho Henning-Elster commandait une force mixte d'unités régulières de l'armée allemande et de troupes de soutien dans l'ouest de la France. Ce n'était pas des divisions de combat d'élite. C'était voir ceux des forces d'occupation, des unités de garnison, du personnel logistique, des hommes entraînés à tenir un territoire, pas à mener une guerre mobile contre des colonnes blindées américaines. Et maintenant, ils étaient complètement isolés. La rivière Loire était dans leur dos. Les forces américaines contrôlaient tous les points de passage. Les chars de Patton se trouvaient entre eux et l'Allemagne. Les combattants de la résistance française traquaient les unités allemandes isolées. Les avions alliés dominaient les cieux, rendant tout mouvement à grande échelle suicidaire. Elster faisait face à 3 options, toutes sinistres. Option 1, essayer de se frayer un chemin vers l'est pour atteindre les lignes allemandes. C'était militairement impossible. Ces troupes n'étaient pas équipées pour des opérations offensives. Elles seraient détruites par la puissance aérienne américaine bien avant d'atteindre la sécurité. Option 2, se disperser dans la campagne et mener une guerre de guérilla. Cela prolongerait les combats, mais n'accomplirait rien stratégiquement. Ces hommes seraient traqués un par un par les forces américaines et les partisans français, cherchant vengeance pour des années d'occupation. Option 3, se rendre. Pour un général allemand, en 1944, c'était plus compliqué qu'il n'y paraît. Hitler avait fait de la reddition l'équivalent d'une trahison. Les officiers qui capitulaient risquaient l'exécution s'ils retombaient entre les mains allemandes. Leurs familles pouvaient être punies selon les politiques impitoyables de l'Allemagne nazie. Mais Elster était un soldat professionnel, pas un fanatique nazi. Il comprenait la réalité militaire. Sa force n'avait aucune valeur stratégique. Continuer à se battre tuerait des milliers d'hommes allemands et américains. Pour absolument aucun but, la décision rationnelle était claire. La question était, pouvait-il la prendre sans se déshonorer et condamner ces hommes à de mauvais traitements? Elster prit contact avec les forces américaines qui avançaient par l'intermédiaire d'intermédiaires. Son message était direct. Il commandait environ 20 000 soldats allemands qui étaient prêts à se rendre, mais il avait besoin d'assurances concernant leur traitement. Ce n'était pas une reddition inconditionnelle. Elster voulait des garanties que ces hommes seraient traités selon les conventions de Genève, que la reddition serait conduite avec formalité militaire, que ces soldats ne seraient pas livrés aux forces françaises qui avaient toutes les raisons de chercher vengeance contre les troupes d'occupation allemandes. La demande parvint au commandant de la 3e armée de Patton. C'était la zone opérationnelle de Patton. Toute reddition majeure devait être approuvée par lui. L'état-major de Patton lui présenta la proposition. Certains officiers arguèrent qu'il devait exiger une reddition inconditionnelle sans condition. Pourquoi négocier avec un ennemi vaincu? Patton le voyait différemment. 21 000 soldats allemands se retirant de la guerre sans tirer un coup de feu. C'était une opportunité, pas un problème.
Chaque Allemand qui se rendait était un de moins à tuer. Chaque unité qui capitulait était un territoire sur lequel il n'était pas nécessaire de se battre. Accepter les conditions d'Elster ne coûtait rien et gagnait tout, mais il y avait un calcul stratégique plus profond dans la pensée de Patton. La façon dont vous traitez les ennemis qui se rendent influence le choix d'autres ennemis de se rendre. Si les commandants allemands savaient que la capitulation signifiait humiliation, torture ou exécution, ils se battraient jusqu'à la mort. S'ils savaient que la reddition signifiait un traitement approprié, selon la loi militaire, ils choisiraient la survie lorsque la situation deviendrait désespérée. Patton approuva la reddition. Il ordonna à ses subordonnés de la gérer selon les lois de la guerre. Traiter les soldats allemands comme des prisonniers de guerre ayant droit à la protection selon les conventions internationales. Pas de faveur spéciale, pas de traitement dégradant, juste une gestion professionnelle appropriée d'une reddition militaire légitime. Le message que cela enverrait aux autres unités allemandes encerclées à travers la France valait bien plus que toute satisfaction qui pourrait venir de l'humiliation d'ennemis vaincus. 16 septembre 1944, près de la rivière Loire. Près de 20 000 soldats allemands, une division entière plus des unités de soutien, marchèrent vers les lignes américaines en formation. Ils étaient disciplinés, organisés, se déplaçant comme des unités militaires plutôt qu'une foule vaincue. À leur tête, le général Botho, Henning, Elster et ses officiers d'état-major. Les unités de l'armée américaine sous le commandement de la 3e armée de Patton acceptèrent la reddition formelle. Le processus fut conduit selon le protocole militaire. Elster annonça formellement la capitulation de son commandement. Les officiers américains acceptèrent la reddition professionnellement. Les troupes allemandes furent désarmées, organisées et préparées pour le transport vers des camps de prisonniers de guerre. Elster et ses officiers furent traités comme ce qu'ils étaient, des combattants ennemis qui avaient choisi une reddition honorable plutôt qu'un bain de sang inutile. Ce n'était pas de la charité, c'était l'adhésion aux lois de la guerre qui régissait la façon dont les armées professionnelles traitaient les prisonniers, mais la distinction importait énormément. Les soldats américains qui traitaient les prisonniers les traitèrent fermement, mais correctement. Les soldats allemands, qui s'attendaient à un traitement dur ou à une exécution sommaire, se retrouvèrent plutôt nourris, recevant des soins médicaux si nécessaires, et traités selon des procédures établies. Le contraste avec ce qu'ils avaient craint était frappant, et la nouvelle se répandit. En quelques jours, d'autres unités allemandes à travers la France surent ce qui s'était passé. Un général allemand avait rendu 20 000 hommes aux forces américaines et tout le monde avait été traité correctement. Pas d'atrocité, pas de vengeance, juste une conduite militaire professionnelle. C'était exactement ce que Patton avait compris qui se passerait. Patton ne rencontra jamais personnellement Elster. Il n'était pas présent à la reddition. Il n'accorda pas de traitement spécial au-delà de ce que les conventions de Genève exigeaient. Mais sa décision d'approuver les conditions de reddition et d'assurer un traitement approprié des prisonniers de guerre eut des conséquences stratégiques qui s'étendirent bien au-delà de septembre 1944. Dans les mois suivants, les unités allemandes à travers la France se rendirent en nombre croissant. Certaines étaient de petites garnisons isolées, d'autres étaient des forces de la taille d'un bataillon ou d'un régiment qui déposèrent les armes lorsqu'elles réalisèrent que continuer à se battre était inutile. Les officiers du renseignement américain remarquèrent un schéma. Les commandants allemands demandaient spécifiquement à se rendre aux forces américaines. Ils avaient entendu dire que les Américains suivaient les lois de la guerre et traitaient les prisonniers correctement. La reddition d'Elster devint l'exemple. Les officiers allemands la mentionnaient dans les négociations de reddition. La nouvelle s'était répandue à travers les réseaux de communication de la Wehrmacht sur le général qui capitula avec 20 000 hommes et tout le monde fut traité correctement. Cela avait une valeur militaire concrète. Chaque soldat allemand qui se rendait était un ennemi de moins à combattre. Chaque unité qui capitulait était un territoire sécurisé, sans bataille. Chaque commandant qui choisissait la reddition, plutôt que la résistance fanatique, représentait des vies américaines sauvées. L'effet cumulatif raccourcit la campagne en France et réduisit les pertes des deux côtés. La décision pragmatique de Patton de traiter les ennemis, qui se rendaient selon la loi militaire, créa des conditions qui encouragèrent davantage de reddition.
C'était une pensée stratégique opérant à un niveau que la plupart des commandants n'ont jamais considéré. Mais il y avait autre chose dans l'approche de Patton qui révèle son caractère. Malgré sa réputation agressive, Patton respectait véritablement les soldats professionnels, même ennemis. Il méprisait l'idéologie nazie et n'avait aucune pitié pour les unités SS ou les fanatiques du parti. Mais les officiers professionnels de la Wehrmacht qui servaient, selon la tradition militaire, Patton les voyait comme des guerriers compagnons qui portaient simplement des uniformes différents. Lorsque ces soldats professionnels prenaient la décision rationnelle de se rendre plutôt que de mourir pour rien, Patton croyait qu'ils méritaient d'être traités selon les lois qui régissaient la guerre honorable. Ce n'était pas du sentiment, c'était la vision du monde de Patton. Les guerres étaient menées par des soldats suivant des ordres, et lorsque ces soldats choisissaient une reddition honorable, ils devaient être traités honorablement. Après s'être rendus, le général Elster et ses troupes furent traités par les canons normaux des prisonniers de guerre. Elster passa le reste de la guerre dans des camps de prisonniers américains. Selon tous les témoignages, il fut coopératif et se conduisit comme un officier professionnel qui avait pris une décision difficile mais nécessaire. Il fut traité comme les officiers ennemis étaient censés être traités selon le droit international. Détenu mais pas maltraité, séparé des hommes de troupe mais bénéficiant de conditions appropriées. Après la fin de la guerre, Elster fit face à un autre type de procès. Le gouvernement allemand le mit en jugement pour avoir rendu son commandement. Selon la loi militaire nazie, la capitulation sans se battre jusqu'au dernier homme était considérée comme une désertion ou une trahison. Mais le tribunal allemand d'après-guerre reconnut la réalité. La situation d'Elster en septembre 1944 avait été désespérée. Continuer à se battre n'aurait rien accompli, sauf des morts inutiles. Sa décision de se rendre avait été le seul choix rationnel. Elster fut gracié. Il vécut tranquillement dans l'Allemagne d'après-guerre, évitant la publicité. Lorsqu'on l'interrogeait sur sa décision, il maintenait qu'elle avait été correcte compte tenu des circonstances militaires. Et il reconnaissait toujours une chose, que les forces américaines l'avaient traité, lui et ses hommes, selon les lois de la guerre, ce qui avait rendu la reddition possible. S'il avait cru que la capitulation signifiait l'exécution ou la torture, il aurait pu se sentir obligé de continuer à se battre, non pas parce qu'il s'attendait à la victoire, mais parce que l'honneur militaire l'aurait exigé. Le traitement professionnel qu'il reçut des forces de Patton lui donna la capacité de prendre la bonne décision. La reddition d'Elster fut l'une des plus grandes capitulations allemandes aux forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Près de 20 000 soldats retirés du combat en une seule action sans qu'un coup de feu ne soit tiré. La valeur stratégique était énorme, mais la signification plus large réside dans ce qu'elle révèle sur le leadership militaire et la pensée stratégique. Patton est connu pour ses tactiques agressives, ses attaques audacieuses et sa poursuite implacable de l'ennemi. Tout cela est vrai, mais la reddition d'Elster montre une autre dimension de sa philosophie de commandement. Il comprenait que la façon dont vous traitez les ennemis vaincus façonne le comportement des ennemis pas encore vaincus. Respectez les lois de la guerre, traitez les prisonniers correctement, et les commandants ennemis rationnels choisiront la reddition lorsque leur situation deviendra désespérée. Maltraiter ou exécuter les prisonniers et même les ennemis vaincus se battront jusqu'à la mort parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sophistication stratégique. La doctrine militaire moderne a codifié cette intuition. Traitement des prisonniers de guerre, Convention de Genève, loi des conflits armés. Ce ne sont pas seulement des préoccupations humanitaires, ce sont des outils stratégiques qui encouragent la reddition de l'ennemi et réduisent le coût de la victoire. Patton comprenait cela en 1944, 70 ans avant que cela ne devienne une doctrine standard de contre-insurrection. La décision d'approuver la reddition d'Elster et d'assurer un traitement approprié n'était pas de la pitié. C'était une stratégie calculée qui se trouvait s'aligner avec le traitement des personnes selon la loi militaire établie, et cela fonctionna. Les redditions allemandes augmentèrent à travers la France, alors que la nouvelle se répandait que les forces américaines suivaient les règles. L'histoire de la reddition de Botho-Henning-Elster enseigne quelque chose qui transcende la Seconde Guerre mondiale.
Dans tout conflit, l'objectif n'est pas seulement de gagner des batailles, c'est de mettre fin à la guerre avec un coût minimum en vie et en ressources. Parfois cela signifie détruire l'ennemi au combat, mais parfois cela signifie lui donner une alternative rationnelle à se battre jusqu'à la mort. Elster faisait face à l'anéantissement s'il se battait et à une captivité honorable s'il se rendait. Le choix était évident, mais seulement parce que Patton s'assura que l'option honorable existait réellement. Si les forces américaines avaient eu une réputation d'assassiner des prisonniers ou de violer les lois de la guerre, Elster aurait pu choisir la résistance désespérée. Ses 20 000 soldats se seraient battus. Des soldats américains seraient à la mort en les éliminant, et des semaines auraient été gaspillées dans des batailles qui ne servaient aucun but stratégique. Au lieu de cela, l'adhésion de Patton à la loi militaire créa des conditions où le choix rationnel était la reddition. 20 000 ennemis retirés de la guerre sans tirer un coup de feu, territoire sécurisé sans perte, ressources économisées pour la pousser vers l'Allemagne. C'est du génie stratégique opérant à un niveau que la plupart des gens ne voient jamais. Septembre 1944. Le général Botto Henning-Elster rendit près de 20 000 soldats allemands aux forces américaines qui avançaient à travers la France. George Patton, commandant la 3e armée, approuva la reddition et ordonna à ses forces de la gérer selon les lois de la guerre. Pas de traitement spécial, pas de faveur au-delà de ce que le droit international exigeait. Juste une conduite militaire professionnelle envers des ennemis vaincus qui avaient voilà choisi une reddition honorable. La décision sauva des milliers de vies des deux côtés. Elle encouragea d'autres unités allemandes à se rendre lorsque leur situation devint désespérée. Elle démontra que les forces américaines suivaient les règles même en combattant l'Allemagne nazie. Elster survécut à la guerre, fit face à un procès en Allemagne pour s'être rendu et fut gracié lorsque les tribunaux reconnurent vraiment qu'il avait pris la seule décision rationnelle disponible. Les 20 000 hommes qu'il rendit rentrèrent chez eux auprès de leurs familles, au lieu de mourir dans un combat inutile. Et la réputation de Patton, déjà légendaire pour sa guerre agressive, gagna une autre dimension. Un commandant suffisamment sophistiqué pour comprendre que parfois, suivre les lois de la guerre accomplit plus que de les enfreindre. Cette histoire importe parce qu'elle révèle une vérité sur la guerre que beaucoup de gens manquent. Les commandants les plus efficaces ne sont pas toujours les plus impitoyables. Parfois, ce sont ceux qui comprennent que la discipline, la loi et la conduite professionnelle sont des armes aussi puissantes que les chars et l'artillerie. Patton savait quand attaquer et quand accepter la reddition, quand détruire l'ennemi et quand lui donner un chemin rationnel vers la capitulation. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le leadership militaire à son plus haut niveau. Si vous avez trouvé cela captivant, abonnez-vous. Nous explorons les décisions stratégiques qui ont changé la Seconde Guerre mondiale de manière que la plupart des livres d'histoire manquent. Commentez ci-dessous. Pensez-vous que l'approche de Patton concernant le traitement des prisonniers de guerre était un génie stratégique ou simplement le respect de la loi militaire de base? Merci d'avoir regardé.